Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est vendredi, donc on se termine la semaine tranquille avec une émission pour les expérimentés. Pas de débutants ici, s'il vous plaît, encore une fois, même si je regarde le nombre de vues par vidéo pour vérifier si vous regardez ou non. Donc vous ne pouvez pas tricher et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent alors que c'est pas fait pour vous. Donc, malgré les avertissements, essayez encore une fois de vous apporter une certaine forme de rigueur. Je sais que la curiosité vous taraude probablement plus que à tel point que vous ne pouvez pas résister, mais encore une fois, curiosité est un vilain défaut. En tout cas, là, ici, j'ai envie de dire, bon, si vous m'écoutez parce que je sais pas, vous adorez ma voix, vous ne pouvez pas vous passer de moi le matin. Bon, à la limite, encore ça va si vous appliquez absolument pas ce que vous entendez, mais bon, encore une fois, ça vous apporte objectivement quoi? Rien du tout. Donc je pense que votre temps serait bien mieux utilisé à faire quoi que ce soit d'autre. Bref, ça c'est toujours la petite parenthèse. Sinon, on va quand même le faire pour ceux qui sont là et qui doivent être là. Donc tout ce qui est intermédiaire, un peu mature, enfin en phase de maturité, ou les expérimenter. Là, on travaille des trucs évidemment plus compliqués, c'est-à-dire on travaille soit des schémas psychologiques, euh, soit des schémas un peu plus risqués, type bulle, excès, des trucs comme ça. On va essayer de traiter évidemment les reversals. C'est un peu tout le but de l'expérience, de profiter de cette maîtrise de gestion du risque pour prendre un petit peu plus de risques. Donc on va parler que de reverse aujourd'hui, donc tous les scénarios de range et compagnie, j'en parle pas. Donc où est-ce que je cherche perso des reverse en ce moment? Bon bah vous le savez, Apple, les indices, qu'est-ce qu'il y a? USD Yen. Donc on va parler de tout ça. Tout ce qui est entre guillemets des pullbacks, des ranges, des machins, tout ça aujourd'hui je vous en parle pas. On parle vraiment que du haut niveau de difficulté, ce que je propose évidemment surtout pas aux autres. Et Bitcoin, oui on peut faire crypto, tiens c'est pas mal. Donc Bitcoin je surveille la zone comme je vous ai dit. Alors à votre avis quand vous avez affaire à ça, est-ce que, alors déjà je vais remettre, ici on n'a pas besoin de débollinger en 4 heures, on fait un bon boulot. Je vous rappelle encore une fois, apprenez-vous à switcher entre les deux, hein. Les trades basés sur la volatilité, ça se fait sur les actifs sur lesquels le marché à court terme est volatile. Et évitez d'utiliser les Bollinger au-delà de 4 heures, c'est pas, voilà, c'est plus vraiment très rationnel à ce moment-là. C'est vraiment sur ces UT-là, tout ce qui est au-dessus d'une heure, 4 heures, on est vraiment sur des schémas normalement de tendance. Ou des ranges, mais en tout cas là pour le coup, vos indices en canaux, ça fonctionnera beaucoup mieux que les Bollinger. Donc ici, on est en train d'essayer de déborder. D'accord. Par contre, rappelez-vous ce que je vous ai dit, normalement, dans un schéma de range tendanciel, si on cherche des reverses, on cherche des reverses toujours sous les contextes. Voilà. De préférence avec des clôtures. Là, on n'arrive pas à clôturer sous les contextes. Alors, c'est quand même dire, c'est ouf, parce que c'est presque d'une précision faramineuse, puisque on clôture à la limite de, mais jamais dessous. Donc, moi, j'attendrai toujours un petit peu. Rappelez-vous qu'on a beaucoup de liquidités à exécuter ici. Ce que je vous invite à faire, comme toujours, c'est regarder vos carnets d'ordre et de vous dire, normalement, par là, on doit avoir de la demande. Je n'ai pas revérifié, moi, hier, mais normalement, on avait 7002 et 7100 qui étaient demandés à l'époque. Donc, je vous invite à surveiller ça. L'autre méthodologie que vous pouvez utiliser, mais qui produit plus ou moins la même réponse, c'est de retourner un petit peu dans le passé, quand on a évidemment la chance d'avoir un peu d'historique, et vous regardez tout simplement en volume, hop, volume profile, fixed range, et vous regardez où est-ce qu'on a laissé traîner du merdier la dernière fois qu'on était passé. Donc moi je vois bien que ce support là on l'a jamais retesté, c'est là où on avait laissé un gap d'ailleurs, donc le gap là on est en train de se le faire, hein. Voilà, prenez toujours du creux vers le sommet, on attend que ça compile, voilà, ça nous donne 7003 en zone de volume et les fameux 7100. Donc ici on avait du volume en attente dans les carnets, on était bien d'accord, et ici on a un POC, c'est-à-dire une ancienne zone de volume non retouchée. Alors on était passé près ici, et ça en plus on l'avait gapé à la hausse, donc effectivement ça c'est les prix que vous devez noter, c'est vers ces zones-là que l'intervention doit se faire. Oh bah tiens, je ne peux pas franchement faire mieux. Voilà, donc 7003 c'est touché. Est-ce que ça a l'air de produire un quelconque reverse ici? Moi franchement j'ai pas l'impression, on vient de passer tout le cycle de momentum à plat complet. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se relever de là, ça veut simplement dire que pour l'instant en termes de gestion du risque, c'est pas franchement très excitant. Autrement dit, vous pouviez acheter ça de manière très agressive. Moi, c'est ce que je fais souvent. Mais c'est le summum de l'agressivité. C'est-à-dire quand j'identifie une zone en daily, enfin en 4 heures qu'on vient de toucher, je vais essayer de voir, par exemple, en 15 minutes, si je ne peux pas trouver ici un contexte qui me permettra d'acheter, ou en 1 heure.
Mais hormis ça, bon voilà, là vous aviez en gros un exit vraiment culotté à essayer de choper et il n'a même pas déclenché un signal. Donc moi perso, ça me semble extrêmement complexe de s'attaquer à ces marchés. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'ici on ait formé une structure de bottom. Voilà. J'ai plutôt l'impression qu'ici on forme une structure où effectivement ça tire un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il nous reste une vague de baisse à faire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai personnellement. Voilà. J'ai l'impression qu'ici, les fameux schémas vague 5 étendus, là où on tape une dernière fois au sud et ensuite c'est fini, j'ai pas l'impression qu'on soit dans ce schéma-là. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on soit dans un schéma où on fait des vagues 3 avec des breakouts et qu'il nous reste peut-être une vague 5 à faire. Alors évidemment, si ça se reprend, bah, pas de souci, mais moi, ça me paraît quand même relativement complexe. En tout cas, je n'ai pas la moindre gestion du risque qui me permet de me positionner ici. Le seul truc qui pourra me permettre de prendre un trade, c'est si en daily, on repasse haussier. Et vous voyez qu'hier, échec total à installer la structure de TP. Donc bah, voilà, moi, pour ma part, j'ai pas l'impression que le marché soit en phase de se reprendre, mais plutôt en phase de se latéraliser encore un petit peu et de remettre une petite poussée à terme pour, de préférence, venir chercher 7100. Si on prend comme référence ce timing-là, c'est-à-dire cette canal de tendance, enfin cette ligne de tendance, ça voudrait dire qu'il faudrait théoriquement attendre la fin du mois pour essayer de venir tester ces trucs-là au point près. Bon, après c'est un ordre de grandeur, donc moi je dis il faut laisser. Quand je vous dis j'ai des pas de gestion du risque, ça ne veut pas dire que je ne veux pas acheter, ça veut juste dire que je ne peux rien faire dans ces contextes. Donc pour perso, moi j'attends. Voilà. Est-ce qu'il y a un cluster intéressant ici? Oui, mais il est spéculatif en reverse. Ça veut dire que c'est un trade qu'il faudra prendre, qu'il faudra sécuriser, payer son stop, et on conservera la position derrière, évidemment, pour des objectifs plus ambitieux, si ça vient à confirmer, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, moi je reste toujours sur une probabilité relativement significative de décrue qui peut aller jusqu'à la zone swing, où là par contre il faut agir de manière buy and hold. C'est-à-dire que là, le moindre signal acheteur, perso, je le prends dedans. Et plus il est agressif, plus je mets de volume buy and hold. Voilà. Sous condition de signaux, bien entendu. Ça ne veut pas dire on rentre là-dedans, on achète tout ce qui traîne. Mais évidemment, si vous prenez les poches de volume, ici, on peut faire l'exercice. Parce que je l'avais fait, mais j'avais supprimé les lignes de mémoire. On va le refaire, parce que ça me paraît quand même intéressant. Et c'est vraiment ça la chose qu'il faut que vous ayez comme réflexe quand vous voulez anticiper les réactions de prix sur des zones. Vous prenez toutes les zones qui n'ont pas été retestées, d'accord, donc ça fait là, là, et le deuxième derrière. Hop. Prenez toujours les phases de marché, hein. Ça c'est une astuce que je vous donne. Ce que vous devez tester, d'accord, c'est toujours ça. Vous faites pas, ne faites pas de là à là, ça ne fonctionne pas. Parce que là, il y a toute cette portion-là de prix qui ne nous sert à rien. Elle a été revisitée à la baisse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la marque, la trace qui a été laissée par le marché. Et ici, on le voit bien. Alors, je ne sais pas si vous, bon, vous normalement les expérimentez, vous arriverez rapidement à saisir la différence entre les deux, mais on va faire l'exercice après. Voilà. Les deux prix qui nous intéressent dans la zone particulièrement sont ceux-là et ceux-là. Et évidemment, ici, hop, on étire un petit peu le bordel. Et on a celui-là. On va le mettre du bottom. Ah, voilà. Ok, et là, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est les trois prix qui nous intéressent au sein de ce système-là. Pourquoi on ne fait pas ça? Alors, attendez, si j'arrive à le pécho. Voilà. Pourquoi on ne fait pas ça? Bon, là, ça donne relativement le même prix, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il y a des fois où vous allez avoir un spike différent, tout simplement parce qu'on a passé tellement de temps à travailler la résistance avant, que la zone où on va former le support n'est pas nécessairement la même. Mais là, bon, pour le coup, c'est quand même la même chose. On retrouve les mêmes prix. Mais faites attention, moi, j'essaie de pas trop faire ça, sauf quand je veux gagner du temps. Mais il faut généralement voilà, prendre les phases de marché. Vous prenez du creux au sommet, quand il y a eu ces allers-retours comme ça. Ok ? Donc les trois prix qui nous restent, derrière, après, c'est 5000, 5002, 5007. Ça, je peux vous garantir que chacun de ces prix-là, je vais les prendre en trade spéculatif. Et évidemment, si j'ai le signal derrière, je garde le buy and hold. Voilà. Mais c'est comme ça que je vais traiter la zone. Pour l'instant, patience. On ne peut pas faire de miracle. Il faut attendre de voir si le marché vient chercher ces zones, oui ou non. C'est les zones de prix très attractives, ça ne veut pas dire qu'on y va. On va essayer d'aller chercher un autre marché. Tiens, l'USD-Yen, voilà. Pareil, hein, celui-là, pour l'instant, ne veut pas me donner de gestion du risque. J'ai bien la gestion du risque technique, c'est-à-dire, ici, il y a des prix intéressants, mais momentum, là, bon, c'est pas vraiment divergent. On est un peu sur les mêmes niveaux de momentum.
Je ne sais pas trop ce qu'on fait là. Est-ce que tout simplement, on va passer tellement de temps à traiter la résistance que bad news et on repart au sud. Autrement dit, tout simplement, c'est un renversement cyclique. Hein. On est en cyclique baissier. Donc il suffit tout simplement qu'ici, on ne trouve pas la force de remettre un pichenette pour aller chercher du surachat, par exemple, ou un truc comme ça. Et tout simplement, on se ratatine soi-même. Ce qui est tout à fait possible. Hein. Je vous rappelle qu'encore une fois, le marché est quand même là pour pricer des catalyseurs la plupart du temps. Donc ici, pour ma part, qu'on échoue sur le canal de tendance à cet endroit-là, c'est typique d'un pullback. Hein. On est bien effectivement sur 38% de retracement. On est bien dans la zone entre 38 et 50. Pour une accumulation, c'est typiquement ce dont on a besoin. Donc moi, je pense qu'on accumule ici, en faisant ces petits pullbacks, là, ces petits rebonds, mais qu'on va revenir inévitablement à chaque fois taper le canal de contexte jusqu'à ce qu'il cède. Donc l'USD-Yen, je suis obligé de chercher des signaux. Alors ça va être quoi le signal? Soit une grosse bougie impulsive vendeuse, en daily, hein, c'est-à-dire je veux un gros changement de paradigme daily, soit tout simplement, il faut que je cherche des systèmes de reverse, c'est-à-dire des gestions du risque qui me permettent de vendre un marché qui monte. Pour l'instant, j'ai que dalle, nada. Même en 4 heures, c'est franchement très existant. Et le signal qu'il y a là, il est franchement très faible. C'est juste des overloads, mais dans un signal haussier. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'ici, normalement, on remet une pichenette. On essaie de déborder, on vient chercher peut-être 109, 20, un truc comme ça, et que normalement c'est ici que j'aurai une bien meilleure gestion du risque vendeuse. Donc, est-ce que ça me suffit pour vendre? Non. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, ça veut juste dire qu'effectivement, ici, les probabilités sont relativement fortes que si on vient chercher le canal de tendance, il y a un rebond qui vienne se mettre en place. Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, moi, ça c'est typiquement le genre de trade que je ne prends pas en l'état. Ici, je n'ai pas un contexte suffisant pour faire quoi que ce soit. Preuve en est, je ne suis pas certain qu'on arrive à tester le canal de tendance. Autrement dit, si vous rentrez là, il y a peu de probabilité que vous alliez chercher le canal de tendance. Je vous rappelle encore une fois, ils servent qu'à ça les outils. À dire quelle est la probabilité quand tu rentres que tu te fasses soit arracher la gueule, tu prends un stop loss immédiat, soit que tu puisses venir sécuriser la position, réduire ton risque quasiment à zéro, et derrière, continuer de travailler la même position sur la suite. C'est juste ça que j'essaie de trouver, des conditions de marché dans lesquelles, normalement, il y a plus de chances qu'on vienne vous sécuriser, vous valider le trade, plus que l'invalider. C'est juste ça, la gestion du risque. Ici, pour l'instant, elle me semble relativement faible. Les seules informations que j'ai sont des infos de range. Tiens, d'ailleurs, quand j'y pense, je vais vous supprimer les prix. Vous, pour les expérimenter, c'est vraiment encore mieux. Bon, quoique non, on va garder. Donc on est vraiment sur des schémas de range qui débordent un peu des targets. Donc ce qui me laisse à penser, c'est range haussier. Donc c'est bon, on est déjà au-dessus de la résistance, mais normalement, il faut shorter en débordement des contextes. Donc je me dis, là, tac, si on peut se faire un petit débordement de contexte, ce serait pas mal. Voilà. Donc, moi, je surveille. Effectivement, je pense que l'UT 4 heures, c'est la bonne. Donc, je vous dis direct, j'ai déjà des alertes en place. Et je surveille aussi en horaire, mais de manière très agressive. Là, c'est vraiment plus pour dire en horaire, si je peux avoir un petit trade là-haut, là, c'est-à-dire, hop, pack, un petit trade, je vais essayer de le prendre et de le sécuriser vite. Et si ça signale le 4 heures derrière, là, je garde toute la position. Mais c'est comme ça que j'aborde le truc. En fait, je définis une zone d'intervention. Ce que je veux, c'est un signal daily. D'accord? C'est ce que je veux. Je pense que le 4 heures, il lui manque une petite pichenette haussière et je vais essayer de choper la pichenette haussière 4 heures en agressif horaire. Ok? Alors il faut que vous pigiez le truc, c'est-à-dire que du coup, quand je vais rentrer probablement sur un signal horaire. Quand on va arriver à la gestion du risque horaire, si j'ai de la chance, encore une fois, c'est un trade binaire, je peux très bien me faire arracher et le marché va me choper le stop. Mais en horaire, je vais pouvoir avoir une taille de position plus conséquente qu'en daily. Du coup, je vais gérer mon risque sur le premier support et je vais regarder si quand on arrive sur la validation de mon trade horaire, j'ai un signal 4 heures qui s'est déclenché. À votre avis, je fais quoi? Comme je suis agressif, moi je prends toujours le risque maximal. Mais par contre, avec une gestion du risque, je ne fais pas n'importe quoi. Donc c'est de dire, si j'ai le signal 4 heures qui déclenche, je vais probablement essayer de tirer jusqu'au contexte, qui sera le canal de tendance 4 heures en fait. Et du coup, je ferai ma validation en 4 heures. Autrement dit, je serai rentré en horaire, mais je vais décaler le trade en 4 heures. Si quand on arrive ici, dans ma gestion du risque de validation 4 heures, j'ai le signal daily qui est sorti. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de tirer encore plus loin sans jamais faire de gestion du risque ici. Voilà. Et à chaque fois, en fait, je vais simplement garder le stop au sommet. Mais je ne prendrai aucun profit tant qu'on n'atteindra pas le canal daily. Et le canal daily, évidemment, là, je prendrai une part de profit. Mais bon, le canal daily, vous savez où il est, d'accord? Il est tout en bas. Donc autrement dit, ce sera horaire 4 heures, et si j'ai le signal daily, je fais rien jusqu'à ce qu'on franchisse les validations en daily. C'est-à-dire, pour moi, c'est le breakout après.
Donc je vais me préparer pour l'éventuel breakout de l'USD-Yen daily. Donc c'est un truc qui risque de se produire dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais je vais essayer de préparer ce trade là-dessus. Et c'est comme ça que je maximise les gains, personnellement, sur un scénario. En étant agressif sur la phase spéculative, mais pas débile non plus. Et quand ça passe, derrière, j'ai déjà des tailles de position relativement conséquentes qui me permettent de renforcer tranquillou, serein, quand le marché se met en place. Bon, le problème des derniers trimestres, c'est que le marché ne veut rien mettre en place, et dès qu'il essaie de construire quelque chose, il le découd juste après. Donc il faut tout découdre, il faut tout détruire, et évidemment, mais ça détruit toutes mes gestions du risque. Mais c'est un peu emmerdant, mais c'est comme ça. On est dans une phase de marché un peu spéciale, mais je pense encore une fois que malgré tout, ce sont des schémas qui dépassent largement l'entendement de ceux qui essayent d'aujourd'hui d'altérer les pricing. Donc, encore une fois, je pense qu'ils se trompent. Maintenant, si ça se trouve, c'est eux qui ont raison. L'essentiel, c'est que si vous avez tort, ça ne vous coûte pas grand-chose. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en reverse en ce moment? Alors oui, Apple. Bon, voilà, là, exemple d'une position qui se passe clairement pas bien. Du coup, j'ai pris Apple ici. J'avais des premiers signaux intéressants. Je les ai pris en 15 minutes. Donc, j'avais une target pour réduire mon risque. Qu'est-ce que je vois? Le marché, au lieu de reverse sur la target, qui est donc un objectif de cours, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui prend ses profits. Donc là, je suis carrément emmerdé parce que, autrement dit, les mecs, ils ont tellement faim de chez faim sur Apple qu'ils lâchent rien. Et ça me pose un énorme problème, puisque évidemment, moi perso, j'ai pas spécialement envie que les mecs se miroitent des targets complètement folles. Parce que évidemment, l'objectif ici, c'est de dire qu'en daily, on est complètement stratosphérique et que si on reverse pas très vite, c'est direction la zone 260-270. Et autrement dit, je préfère déclencher mes invalidations ici et j'attendrai de nouvelles gestions du risque. J'ai quand même pas tradé n'importe où, j'ai quand même des signaux daily. Le problème, c'est que moi, j'attends toujours le moment où, hop, poc, il y a le renversement de prix qui vient confirmer le signal de momentum. Problème, ça n'arrive pas. Donc là, je suis très emmerdé parce que ce qu'on fait, c'est qu'on squeeze le momentum en surachat. Alors ça, c'est très dangereux parce qu'évidemment, c'est soit le point de départ d'une bulle, soit tout simplement, c'est l'éclatement à venir. Et quand je parle d'éclatement, je parle d'une publication de résultats à -5, -6. Ça retombe très fort vers les supports et derrière, c'est terminé. Et on rechute en ligne droite. Un peu guillemets, vous faites un copier-coller de ça, quoi. C'est de dire, on repart et on rechute violent, on réintègre le précédent sommet. Alors ça, c'est immédiat. C'est de dire que là, si les publications ne sont pas bonnes, c'est tout de suite retour ici. C'est -5 minimum sur Apple. Donc là, on anticipe que tout va bien. Je ne sais pas encore une fois si c'est du délit d'initié ou quoi que ce soit, je ne peux pas savoir. Tout ce que je peux savoir, c'est que là, clairement, je prends beaucoup de risques à la vente puisqu'on déborde des targets de range, et etc. Pour moi, ça me paraît très complexe et très compliqué à mettre en place ce genre de trade, raison pour laquelle, d'une part, j'ai pas mis beaucoup de volume là-dessus, et de deux, s'il faut invalider, j'hésiterai pas à le faire. Maintenant, voilà. Est-ce que je vais jouer jusqu'à la publication des résultats? Clairement, oui, sur une partie de ce trade. La partie que j'ai déjà, avec des prix de revient par là. Mais la partie que j'ai renforcée là l'autre jour, clairement, elle va sortir. Alors, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Le trade que j'ai pris ici l'autre jour à 240, 50, lui, de toute façon, c'est stop loss 246. Ou de toute façon, je sors la position dès lundi prochain s'il n'y a toujours pas de réaction de marché d'ici là. Voilà. Donc moi, c'est très simple, j'ai déjà mon scénario dans la tête, mais ce genre de reverse, c'est effectivement typiquement le genre de cas où j'ai été un petit peu trop agressif. C'est-à-dire que j'ai ma gestion du risque qui est arrivée en daily, j'essaie de chercher un trade sur les UT de court terme, je trouve un trade à court terme, sauf que le marché refuse de valider. Donc là, encore une fois, c'est toujours pareil. J'ai des stratégies techniques anticipatives, c'est-à-dire que je cherche des signaux très agressifs dans le marché. Évidemment, il y a des fois où le marché n'en a rien à foutre des signaux techniques. Il n'est pas dans un état de marché technique. C'est exactement ce dans quoi on est ici. On devrait trouver des résistances, mais ça se trouve, on est peut-être là. Et c'est de dire, là, le marché, il n'en a rien à foutre des résultats. Tout ce qui va l'intéresser, c'est de voir jusqu'où il peut aller. Donc le risque, c'est juste tout simplement qu'ici, le marché n'en soit qu'à cet état-là et qu'il reste tout ça à faire derrière et qu'autrement dit, c'est ça qui nous attend. Et dans ce cas-là, ça m'intéressera beaucoup plus de reprendre les scénarios vendeurs là-haut que de le continuer à acharner le marché ici. Là, je ne vois pas d'intérêt. Si ça ne reverse pas ici, c'est vraiment une zone qui servira à rien et on ira chercher là-haut. Si on reverse ici, par contre, ça va faire très mal. C'est-à-dire qu'ici, tout simplement, les gens qui auront acheté le débordement du sommet historiques vont se faire arracher et vont devoir sortir. Ils n'auront aucun pullback, on est bien d'accord. Si on réintègre le sommet historique avec un gap baissier, normalement c'est game over. Derrière, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler? Alors Microsoft, mais c'est une bulle. Bon, donc là, on est toujours dans le problème de
comment on valorise ces actifs dont on a perdu tout sens de la gravité. Alors Amazon, c'est quand même rigolo hier, parce qu'évidemment, bon, le destin en ce moment n'est pas franchement très cool avec moi, mais bon, c'est comme ça, hein, y a des moments où... Il y a quand même une part de chance dans le trading, il faut que vous en soyez conscient. Enfin, de chance, j'appellerais pas ça de chance, mais bon, c'est de dire, dans le chaos, il y a une partie que vous pouvez maîtriser partiellement, la gestion du risque, qui est même envie de dire, c'est le point de départ, hein, c'est assez évident comme d'hab, si vous ne gérez pas les risques dans les marchés, c'est même pas la peine. Donc la gestion du risque, c'est le langage du marché, mais ça ne veut pas dire que derrière, on contrôle quoi que ce soit. Derrière, il y a quand même une part d'aléatoire. Et l'aléatoire, bon ben voilà, on peut y trouver aussi une certaine forme d'ordre là-dedans, c'est-à-dire il y a des moments où vous enchaînez les erreurs, statistiques, pas statistiques, ou les erreurs de jugement, les erreurs d'agressivité, ou tout simplement, il y a des moments où, putain, le moindre truc que vous faites, ça passe super bien, c'est fantastique et tout, voilà, un peu le yen l'année dernière, ou des trucs comme ça. Et là, bon, cette année, franchement, non, bon, pas trop de chance. C'est un truc de fou, voilà, encore une fois, j'en ai plein des actions en portefeuille. Amazon hier, ça veut pas baisser, donc je me dis, allez, il faut forcément que je réduise la taille de position. Et évidemment, elle me fait les -6 pendant la nuit. Donc bon, je suis un peu emmerdé, évidemment, parce que, comme d'hab, c'est toujours celle où je réduis le risque, où au final, il se passe pas les trucs comme... Enfin, où ça se passe mal. Et par contre, c'est celle où évidemment je prends un peu de risque, où là on arrache tout, évidemment, type Apple. Donc bon, ça c'est encore une fois pas de chance, mais je respecte toujours le même schéma. Donc bon, voilà, moi je m'accroche à ça, parce que c'est ce que je traite depuis des années, de dire ces phases-là, elles vont, elles viennent. Le problème c'est qu'aujourd'hui en swing, ces phases-là peuvent durer beaucoup plus longtemps que ce qui était le cas en intraday. En intraday, je pouvais faire des séries noires, il n'y avait aucun problème là-dessus. Des moments où, voilà, vous avez l'impression que le sort s'acharne, ça arrive, hein. Bon, là c'est sûr que quand on fait ça sur des UT swing, là j'ai l'impression que le sort s'acharne depuis un bon moment. Mais c'est juste pour moi normal, voilà, c'est de dire, au bout d'un moment, il faut que j'accepte que de toute façon, l'élargissement des unités de temps d'intervention cautionne évidemment l'élargissement de tout ce qui est dérivé des émotionnels et autres trucs comme ça. Donc ces schémas, effectivement, de moments où on n'a pas de chance et de la chance, il est clair et net qu'en swing, ces temps-là sont extrêmement longs. Sont rallongés. Donc effectivement, c'est long, c'est chiant, mais bon, moi je sais très facilement lutter contre les biais d'impatience, je les détecte très vite. Donc le principe, c'est que là, c'est clairement du biais d'impatience, c'est de dire, c'est le pain trade, ça passe pas, ça use le moral, et en plus de ça, ça traîne, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. Bon, moi personnellement, j'ai toujours appris que je ne changeais pas mes scénarios tant que j'avais mes gestions du risque. Donc tant que pour ma part, mensuel, on est sur un cycle divergent en recherche de pullback vers des supports, je ne vois pas pourquoi je passerai acheteur. Donc je cherche toujours mes ventes. Maintenant, bon, c'est vrai que le sort s'acharne à dire, putain, celle-là, je les ai, ça fait des mois que j'attends qu'on ait un signal vendeur, ça veut pas, ça me donne des petits signaux de range. Hein. Donc moi, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, non, mec, tu peux pas, parce que là, si la publication, elle est bonne, boum, on retourne chercher ton prix d'entrée. Donc voilà, je prends au moins quelques gains, et je me suis dit, comme ça, si on retourne sur mon prix d'entrée, je pourrais me faire un petit renfort à la limite. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on va chercher les objectifs en mode accéléré. Donc bon, bref, c'est comme ça, mais c'est la logique de marché actuel. Alors, est-ce que je peux l'expliquer, oui ou non? Ça, pour moi, toujours, c'est un autre problème. Il faut que vous fassiez attention. Les biais de compréhension, tout le monde y est soumis, d'accord? C'est-à-dire, il faut comprendre un truc, l'humain n'est pas fait pour s'exposer à un truc qu'il ne comprend pas. Que vous appreniez à le maîtriser un peu, c'est normal. Par contre, le biais d'incertitude, j'ai toujours dit, quoi qu'il arrive, c'est pas naturel et ça le deviendra jamais. Il faut juste arriver à y placer des barrières par rapport au trading pour que on arrive à accepter cette incertitude. Mais quoi qu'il arrive, c'est jamais plaisant. Et évidemment, l'attente, plus l'attente est longue, plus le biais d'incertitude travaille en parallèle. Donc là, il est clair et net que moi, Wall Street, il me rend dingue. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a aucun souci, je l'admets pleinement, mais je suis conscient des biais qui sont en travail là-dessus. C'est-à-dire que je ne prendrai jamais de décision par rapport aux émotions que je ressens, qui sont qu'ils commencent sérieusement à me casser les couilles avec leurs manipulations, et qu'au bout d'un moment, ça va mal se passer, mais que pour l'instant, ça fonctionne. Donc ça prend énormément de temps, c'est usant, c'est affreux, mais je ne peux pas changer le scénario tant que je n'ai pas ces replis mensuels. Voilà. Pour l'instant, à chaque fois qu'on a eu des signaux mensuels à Wall Street de renversement, excusez-moi, mais ça quand même pour moi, si ça c'est pas un signal mensuel de renversement, bon voilà. Donc non, évidemment, depuis le début de l'année, ce signal mensuel absolument pas valide, donc refusé littéralement alors que le marché est quand même sacrément divergent et qu'il a mis une belle pichenette. Donc on pousse encore plus à la divergence, on est toujours évidemment au sein du cycle vendeur, donc tout ça pour moi ça fait aucun sens, mais bon,
Si on regarde à l'échelle mensuelle, ça fait qu'on fait les cons depuis 5-6 bougies, c'est pas bien méchant, et c'est pas la fin du monde. Voilà. Mais pour ma part, ça laisse à penser que bon, ben, quand est-ce qu'on s'arrête en fait? Parce que 5-6 bougies, c'est bien, mais on va pas non plus en faire 15-20, parce que sinon 15-20, c'est une cassure de cycle. Voilà. Qu'on retarde le cycle de 5 à 6 bougies, c'est franchement, ça arrive. Je vous dis toujours, un cycle, c'est entre 20 et 25 bougies. Enfin, c'est entre 15 et 30 pour un cycle vraiment long. D'où cet intermédiaire entre 20 et 25 que je vous donne souvent. Donc 20-25 bougies pour un cycle haussier plus baissier, hein, c'est-à-dire une oscillation. Et je vous dis souvent, c'est désorienté, c'est-à-dire que vous avez un rapport désorienté entre le nombre de bougies à la hausse dans un cycle acheteur, enfin dans un marché acheteur, et le nombre de bougies du cycle vendeur. Alors, je vais exprimer ça de manière plus claire. Donc, si on prend un cycle, d'accord, on part de 0, on fait la première oscillation, la deuxième, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cycle. Et ici, on répète le cycle, copier-coller, pardon. La classique, hein, voilà. Putain, je vais y arriver. Non. Voilà. Et on répète l'oscillation, blablabla. Ok. Le principe, c'est que ça, c'est la théorie, d'accord, sine wave parfait. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans la réalité, le marché, il fait plus souvent soit ça, un gros cycle vendeur, des petits cycles acheteurs, un gros cycle vendeur. On est plutôt ici sur des schémas comme ça, d'accord, en termes de cycle. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les points d'ancrage sont totalement différents, d'accord. C'est-à-dire que ici, si on synchronise les phases, si je me mets comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on monte plus vite et en fait, on amorce le renversement vendeur plus vite. Ok, ça, c'est le typique d'un marché vendeur. Okay. Maintenant, évidemment, si je renverse, vous avez ici le typique du marché acheteur. Le cycle acheteur est plus long, le cycle vendeur est plus court. Voilà, plus long, plus court. Mais les phases sont toujours les mêmes. D'accord. C'est juste que la formation du cycle est différente. Ok. On a dit, voilà, vous synchronisez toutes les phases sur tous les creux. Ok. Et vous regardez comment ça fonctionne. Voilà, vous vous dites, ok, bah, dans un marché haussier, on renverse la phase haussière plus vite que dans un marché entre guillemets un peu neutre. Okay, mais on arrivera de toute façon toujours au même point. Dans un marché haussier, on renversera la phase plus tard. Autrement dit, on passe plus de temps à monter et beaucoup moins de temps à baisser. Raison pour laquelle dans un marché haussier et dans les marchés actions, on dit souvent on monte par l'escalier et on descend par l'ascenseur. C'est souvent ça en fait. On passe plus de temps à monter qu'à descendre, mais ça reste des cycles, des oscillations. Donc le simple fait qu'on essaie d'étirer les cycles haussiers, le marché haussier, en faisant durer un peu le plaisir du cycle vendeur, c'est pas très grave. Encore une fois, ça veut simplement dire que normalement le repli n'en sera que plus brutal. On est en train de grignoter sur le temps du cycle vendeur. Mais le cycle vendeur, on n'en est qu'au début encore. Hein, c'est de dire, attention, il y a encore beaucoup de marge, mais c'est simplement que ici, là, le cycle vendeur n'existe pas. D'accord. Là, on est vraiment sur du breakout haussier. Breakout, il n'y en a qu'un. Donc c'est de dire, là, on est sur la phase de divergence. On n'est pas sur le moment où le marché va réaccélérer. Pour moi, sur cette phase de divergence, on doit passer un cycle intégral vendeur. C'est-à-dire ici, on doit bloquer, venir chercher le pullback et après redémarrer un cycle d'excès. Ok. Schématiquement parlant, ça fait breakout, pullback, et on réattaque un nouveau cycle acheteur, et après on aura le cycle consolidant majeur. Ok. Pour moi, le schéma de marché, c'est à peu près un truc comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, on est bloqué là-dedans et dans le paradigme de quoi qu'il arrive, injection monétaire égale plus d'argent, égale de l'inflation, surtout boursière, et on ne peut donc pas vendre dans ces contextes. Encore une fois, je peux comprendre, simplement, il faut quand même faire attention au prix qu'on paye. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme reverse en ce moment? Enfin, c'est à peu près tout ce que je traite en reverse pour l'instant. Les autres reverse, bah, ça y est, sont enfin validés, hein, l'eurodoll et tout ça, donc c'est bon, ça fait du bien. Comme quoi, vous voyez que la patience finit par payer. Hein. Bon, au bout d'un moment, ça devenait épuisant l'eurodoll. Hein. Bon, c'est pas encore gagné, mais on est quand même pas trop mal parti en mensuel. Hein. Donc là, ça y est, on a enfin une cassure de plus haut mensuel. Est-ce qu'on va réussir à tenir l'avalement haussier mensuel à la fin du mois? Waouh, ce serait fantastique. Comment ça, négative index? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh nom de Dieu.
Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, c'est pas grave, on va remettre le V2 en attendant. Donc là, vous voyez, c'est quand même pas trop mal. Alors, il faut tenir la clôture, mais ça me semble quand même pas débile. On a quand même un signal momentum sine wave sur un canal de tendance. Bon, je vous dis comme ça n'alerte personne. Mais bon, quand je vous dis que l'eurodoll, c'est plutôt de la tendance haussière, bon, il a fallu des mois et des mois pour que ça se mette en place. Mais on a peut-être un petit quelque chose ici qui commence enfin à émerger de ces marchés. Alors attention, c'est pas encore immédiat, hein, et le marché va tout faire pour lutter contre ça, mais normalement, je pense qu'ici, on a de fortes chances quand même de retrouver un flux acheteur. Normalement, toujours pour moi, en direction les contextes vendeurs mensuels, c'est-à-dire ça fait quand même très loin. Hein. Alors on n'ira pas en 2 mois, mais je vous rappelle que ça va aller quand même relativement vite, étant donné les impulsions précédentes. Hein. Autrement dit, en quelques mois, on peut déjà très rapidement se retrouver sur des 1,20. Tout ça évidemment pas par une force relative de dingue de l'euro, mais plutôt une faiblesse relative du dollar. C'est toujours pareil. Gold, pareil, le reverse, il avait mis du temps à se remettre en place hein, en début d'année, enfin c'était au milieu de l'année dernière. C'était quand? Ouais, c'était cette phase-là, oui, de fin d'année. Voilà. Là, clairement, derrière, ça a bien travaillé. Mais cette phase-là sur le gold, pareil, elle était longue, épuisante. C'était un truc de ouf, voilà, quand on était là-bas, on était là, putain, mais pourquoi ça bosse pas, pourquoi ça passe pas, qu'est-ce que c'est que ce trip? C'était très long, très chiant. Rappelez-vous toute cette phase de baisse sur le gold, t'es là, mais pourquoi ça baisse? On sait très bien que la tendance derrière va être haussière, pourquoi ça baisse comme ça, que n'importe comment? Rappelez-vous ceux qui étaient là à l'époque, qu'est-ce qu'on s'est fait chier à trader ce putain de gold? C'était l'enfer. Mais bon, voilà, comme d'hab, hein, la résultante, c'est que j'avais quand même trouvé le bon sens. Hein, voilà. Bon, après, c'est juste qu'il faut laisser le temps au temps et il faut trouver les gestions du risque. C'était pain trade ici, hein, rassurez-vous, j'ai largement récupéré la contrepartie du pain trade depuis. Donc là, d'ailleurs, on a notre joli breakout, hein, mais bon, ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Nous, on va parler que de reverse. JPN, voilà, tiens, celui-là aussi. Donc pareil, je cherche du reverse, mais c'est un contexte un peu différent. D'accord? Donc là, on n'est pas du tout au sommet historique à la Wall Street et compagnie. Donc là, j'essaie de travailler ce type de marché-là. Alors, le principe ici, c'est que je ne sais pas trop à quel type de consolidation j'ai affaire, puisque typiquement ici, on est donc en train d'essayer de chercher des bornes de range. Donc là, je cherche un petit peu par là sur le Nikkei, mais théoriquement, là, le reverse qui m'intéresse le plus, c'est toute cette zone-là. C'est de dire, en fait, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de choper le reverse au-dessus de la résistance. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est dans la première zone. Je cherche les premières résistances et de tirer jusque-là. C'est de dire, autrement dit, tant qu'on est là-dedans, je veux shorter. Évidemment, la zone de prédilection, c'est au-dessus des 76,4. Qu'est-ce que je fais, évidemment, dans ce cas-là? Vous le savez très bien. J'ai ressorti mon fixed range. Et je veux retracer toute cette phase de marché-là. OK ? Il y a celle-là, et il y a évidemment la suivante. Tac, de là à là. En sachant qu'on en a retracé toute une bonne partie. Donc il nous reste cette petite pichenette-là, c'est ce qu'on vient de traiter ces derniers jours. Je n'ai pas l'impression que ce soit ici le reverse. Et donc après les prochaines zones, c'est ici. Et c'est là où, perso, je vais taper fort de chez fort sur le Nikkei. Là, je vais pas le lâcher, hein, mon pote, le Nikkei. Je vais lui mettre une grosse tarte par là. Et je pense qu'on n'ira clairement pas plus haut, mais je note quand même les autres niveaux. Ok, donc sous ça, il n'y a plus besoin. On a fait le travail. Hop, voilà. Donc, hein, pas de magie, comme d'hab. C'est ça que j'essaie de choper sur le Nikkei en ce moment. Donc, si je vous donne, si je l'ai donné un reverse l'autre jour ici, c'était pas pour faire, voilà, c'était de dire, bon, on n'est pas exactement encore sur le prix, j'ai des signaux, j'y vais. Bon, pour l'instant, je suis encore dedans. Hein. Maintenant, c'est pas encore faramineux et ça ne veut pas, pour l'instant, décrocher. Mais j'ai toujours ma vente Nikkei, j'ai toujours ma vente DAX et j'ai toujours ma vente S&P 500. Maintenant, bon, bah, pour l'instant, ça veut pas encore valider. J'ai réduit les positions hier. D'accord, j'ai dit, j'étais conscient que j'étais rentré un peu fort, ce qui fait qu'hier, sur le bas de la journée, j'ai quand même réussi à virer 50% de toutes les positions avec une perte minime sur le DAX, surtout parce que je n'ai pas pu retrouver mon prix d'entrée. J'ai même récupéré un gain sur le S&P 500 et le JPN, je suis sorti quasiment au prix d'entrée. Donc j'ai réduit les tailles de position parce que j'ai été un peu trop agressif. J'ai quand même pris un 0,5 de risque sur 3 actifs, donc j'ai pris 1,5 de risque. Voilà, donc j'ai réduit ce risque un peu plus. Sans perte ou quasiment pas. Et j'attends de voir si, oui ou non, le JP nous valide un reverse ici. Normalement, encore une fois, avant de déborder ces zones, il faut revenir tester des putains de supports. Raison pour laquelle je ne comprends toujours pas pourquoi
ici, ça travaille autant, en sachant que voilà, normalement ici on devrait déjà se rediriger vers ces zones-là, c'est-à-dire les zones support. Maintenant, est-ce qu'après ces zones support vont toujours faire leur travail pour nous permettre d'aller chercher la résistance suivante? Ça me paraît possible. Maintenant, on est dans la zone de reverse, je ne peux pas ne pas reverse. C'est tout ce qu'il faut que vous captiez. Quoi qu'il se passe ici, d'une part, je m'en fous de savoir ce qui va se passer. La seule chose qui m'importe, c'est que j'ai une zone, je veux la travailler, je la travaille. Pour l'instant, je n'ai pas encore les signaux de validation en 4 heures et en daily, mais voilà, ça peut venir très très vite. Il faut vous rendre compte d'un truc, c'est que comme on est ici sur des marchés qui font tout pour maintenir des niveaux de valorisation qui me semblent un peu irrationnels, la macro, elle va toujours au sud, les indices au nord, donc c'est quand même dangereux de jouer ce jeu-là ad vitam aeternam. Donc le moment où en fait la rupture se met en place et où le marché commence à dérouiller comme ça, voilà, si ça se met en place et que vous n'avez pas pris les ventes parce que vous vous disiez ah mais non, j'ai pas l'impression que machin, bah non, c'est pas l'impression qui drive les prises de décision. Moi perso, je veux vendre ces zones-là, je sais que je peux les travailler, d'accord, c'est-à-dire que je sais qu'ici je pourrais trouver des gestions du risque qui me permettent de sécuriser les trades et le reste on verra bien. Donc je ne vais pas réfléchir plus loin que ça. Voilà comment en tout cas je pense qu'il faut traiter les reverse sur l'ensemble des marchés actions. Le problème c'est que oui c'est harassant et c'est épuisant parce que ces marchés ne veulent rien lâcher, nom de Dieu, c'est incroyable. Mais c'est comme ça. Voilà, celui qui arrivera à me dire que ma vente ici sur le Nikkei elle n'est pas bonne, je lui dis écoute mec, tu fais ce que tu veux, mais bon, moi je suis désolé, je pense que c'est une bonne vente. Voilà. Donc je travaille ma position maintenant, hein, mais pour moi il me semble que les ventes d'indices ici, elles font du sens. Est-ce qu'elles vont reverse le marché? Pas impossible, mais les chances restent relativement maigres. Moi, les prix qui m'intéressent le plus, c'est si on va là-haut. Là-haut, je vais être très agressif. Là, j'y vais gentil. C'est de dire, j'y vais pas trop mauvais. Comme ça, si ça passe, j'ai au moins une position spéculative et je peux travailler mes renforts derrière. Si on va là-haut, je vais prendre effectivement des 1, 1,5, voire 2% de risque sur les positions là-haut. Parce que là-haut, les prix seront très très attractifs. Les gestions du risque sera probablement des exits et des trucs comme ça. Là, ce que j'ai, c'est que des TP. Donc en fait, on arrive sur des zones et je vois que les acheteurs prennent des profits. Mais c'est normal qu'ils prennent des profits ici, encore une fois. Donc est-ce que ces prises de profit vont suffire à supplanter un renversement de marché? Je trouve que c'est relativement faible comme faisceau d'information, raison pour laquelle j'y vais pas comme un gros tebiche. Voilà. Ok? Toujours pareil, gestion du risque, je travaille ma position en reverse, je regarde comment le marché réagit, je regarde quel type de pattern il produit quand on arrive sur les niveaux techniques, et voilà. Mais encore une fois, si vous regardez, je sais qu'il y en a encore parmi vous des expérimentés qui regardent les signaux techniques sur des zones qui servent à rien, genre ce TP, j'en ai rien à foutre, ces overloads, ils me signalent rien du tout, on est dans le flux haussier pour venir chercher des targets. Est-ce que j'ai essayé de vendre le Nikkei par là? Non, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était cette zone de prix. Voilà. Enfin, il y avait les deux zones de prix, pardon. Il y avait celle avant la résistance précédente. Attendez, je vais vous remettre. Voilà. C'est-à-dire que moi, celle qui m'intéressait, c'était de travailler cette zone-là. Ça, je l'ai travaillé sur le Nikkei. Hop, ça a été travaillé, sécurisé. Et puis, eh ben non, ils ne veulent pas. Ils nous poussent au-dessus. Donc là, il fallait obliger qu'on déborde ça. Et comme je vous l'ai dit, derrière, maintenant, on a cette zone-là à traiter. Et si cette zone-là ne fait pas résistance, la suivante est très loin. Mais est-ce qu'on a le pouvoir aujourd'hui d'envoyer 3% de hausse sur les indices? Je pense clairement que non. Pour moi, ça me paraît dérisoire que d'imaginer qu'aujourd'hui nos indices peuvent monter 3% de plus. Je pense qu'on est clairement en train de plafonner chez tout le monde et qu'il faut repasser sur les ventes. Voilà. Maintenant, on peut passer plusieurs jours ici à travailler la zone de reverse, hein, faire des zigzags, comme ça, là, vous voyez, un peu vous dire, c'est long, ils vont passer 3 plombes à nous traiter la zone, mais moi, une fois que j'ai géré mon risque, j'ai un stop payé tranquille au-dessus des prix, qu'est-ce que j'en ai à foutre du temps qu'ils vont mettre à travailler ça? Tout ce qui m'importe, c'est qu'on ressorte par là. Et quand on ressort, je choperai le breakout ici à court terme, et ainsi de suite. Voilà, pour l'instant, patience. Mais j'attends toujours une chose, ces putains de reverse de cycle hebdomadaire. On y est partout. Voilà, c'est de dire, là ce que vous avez ici, c'est la sine wave hebdo, cycle baissier sur le Nasdaq, sur le S&P, sur le DAX. Tout le monde est supposé être dans un cycle baissier hebdo, qui aurait pu se retourner dès mi-septembre, mais comme d'hab, eh ben non, il ne faut surtout pas qu'on baisse, donc on préfère essayer d'arracher une résistance, même si encore une fois pour ma part, ça ne fait que retarder l'échéance, ça ne fait qu'augmenter la volatilité baissière, qui revient à dire, bah, c'est bien, vu que du coup on veut monter avec l'escalier, bah, on va descendre avec l'ascenseur. Hein.
vu qu'on comprime l'amplitude, vu qu'on comprime la durée de vie du cycle vendeur, il se fera de manière plus pernicieuse, donc de manière plus volatile. Donc je reste toujours en faveur d'un gros pétage de plomb sur l'ensemble des indices qui vont probablement pisser le sang d'un coup. Je ne sais pas trop ce qui va déclencher ça, encore une fois j'en sais rien, je sais juste que d'un point de vue technique et cyclique, il y a quelque chose de sale qui nous attend, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'assez volatile, puisque ça risque de faire chuter des valorisations relativement vite, puisque les supports se trouvent loin et qu'il va falloir les atteindre relativement vite, puisque la part relative de cycle baissier dans le cycle global est très fortement comprimée. Voilà. Dans un cycle normal, on ferait 50-50. Voilà. Et ici, on est vraiment sérieusement en train de tirer un cycle acheteur très long, ce qui fait que la pente du cycle vendeur risque d'être relativement importante. Voilà. Ça, ce sera le petit tips du jour. Je vais vous laisser là-dessus parce qu'on ne va pas faire 3 heures d'émission non plus. Et sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Je surveille bien entendu les cryptos pendant le week-end au cas où on ait la réactivation du signal de TP, c'est-à-dire qu'il a échoué hier. On va voir s'il sort aujourd'hui ou s'il sort demain. Donc je surveille uniquement l'UT Daily. En surveillant évidemment les UT horaires et 4 heures dessous, j'ai des alertes qui attendent. Voilà, dès qu'une alerte arrive, je regarde ce qui se produit. Est-ce que ça me plaît me plaît pas? Et puis voilà, j'agirai en fonction. Vous, c'est à peu près comme ça qu'il faut que vous fassiez aussi. Le reverse, c'est surtout pas le genre de trade où on reste devant l'écran pour attendre que le machin se produise. On fout des alertes, puis quand ça alerte, on regarde. Et si quand on regarde, ça vous plaît, vous y allez. On fait la gestion du risque et ainsi de suite. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Voilà. Sur ce, je vous souhaite donc un bon week-end. Je vous dis à lundi, soyez sages et vous excitez pas trop le bulbe. La semaine prochaine, enfin aujourd'hui, ça risque d'être quand même intéressant. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on va faire les clôtures sur les indices. Je pense que c'est des dojis partout, donc je m'attends à des baisses aujourd'hui et réintégration des plus hauts des semaines dernières pour venir donc clôturer probablement un petit % plus bas aujourd'hui sur l'ensemble des indices. On va dire entre 0,5 et 1% selon les indices, selon les humeurs. Mais normalement, je m'attends à un vendredi baissier, où normalement, hop, on vient former les réintégrations des bougies. Même chose sur le S&P. C'est-à-dire que là, en gros, on est en best case scénario et j'ai plutôt l'impression qu'on va terminer la semaine sur quelque chose de plus contrasté. Voilà. À suivre, à voir. Maintenant, pour l'instant, si j'ai pas de repli en fin de journée, je réduirai la taille de position sur Apple également. C'est-à-dire que si on ne matérialise pas une résistance, qu'on continue d'essayer de clôturer la semaine tout en haut, là, ça va causer des petits problèmes personnellement. Voilà.